Chapitre 6. Aventure peu croyable. Le temps que nous décrivons fut pour la France un temps tumultueux. La vie n'apparaissait paisible qu'au collège de Clermont ou dans la boutique paternelle. La France fut secouée par des guerres extérieures, des troubles intérieurs, et cela dura de nombreuses années. Au début de l'année 1642, le roi Louis XIII et le tout-puissant régent de fait de la France, le cardinal-duc Armand de Richelieu, partirent rejoindre les troupes du Sud pour reprendre aux Espagnols la province du Roussillon. Les tapissiers royaux, il y en avait plusieurs, servaient le roi à tour de rôle, et Poquelin père avait eu les mois de printemps, avril, mai et juin. Retenu à Paris en 1642 par des affaires commerciales, le père résolut d'envoyer son fils aîné le remplacer au service de l'appartement royal. Il ne fait pas de doute que Poquelin avait, ce faisant, formé l'idée d'accoutumer Jean-Baptiste à la vie de la cour. Le fils se conforma à l'injonction paternelle et prit au début du printemps la route du Sud. Instantanément, de mystérieuses ténèbres se refermèrent sur mon héros et personne ne sait au juste ce qu'il devint dans le Sud. Mais le bruit courut que Jean-Baptiste fut impliqué dans une aventure peu ordinaire. Le cardinal de Richelieu, qui tenait entièrement en son pouvoir le faible et médiocre roi Louis XIII, était détesté par de très nombreux représentants de l'aristocratie française. En 1642, un complot se trama contre le cardinal et l'âme de ce complot fut le jeune marquis de Saint-Marc. Vieux renard de la politique, Richelieu eut vent de la conspiration et, bien qu'il fût protégé par le roi, on décida d'arrêter Saint-Marc sous l'inculpation de crimes de haute trahison, intelligence avec l'Espagnol. Dans la nuit du 12 au 13 juin, dans une ville du Sud, on dit qu'un jeune homme inconnu s'approcha de Saint-Marc et glissa un billet dans la main du chevalier. S'étant retiré un peu à l'écart des autres courtisans, Saint-Marc lut à la lumière tremblante d'un flambeau la brève missive et trouva son salut dans la fuite. Le billet portait ces mots « Votre vie est en danger ». Il n'y avait pas de signature. Il paraîtrait que ce billet avait été écrit et remis par le jeune valet de chambre à la cour Poquelin, désireux dans sa grandeur d'âme de sauver Saint-Marc d'une mort certaine. Mais le billet ne fit que retarder la perte du jeune marquis. En vain il chercha un asile. Il ne lui servit de rien de se cacher dans le lit de sa maîtresse, Madame de Siussac. Il fut pris le lendemain même et rapidement exécuté. 184 ans plus tard, sa mémoire fut perpétuée par le roman de l'écrivain Alfred de Vigny et 51 ans après Vigny dans un opéra par le fameux auteur de Faust, le compositeur Gounod. Mais certains affirment qu'il n'y a jamais eu d'histoire de billet, que Jean-Baptiste n'a jamais rien eu à voir avec l'affaire Saint-Marc et qu'il a rempli paisiblement et ponctuellement son office de laquais royal sans se mêler de ce dont il n'était pas supposé se mêler. Mais alors on ne comprend pas très bien qui et pourquoi a pu inventer cette histoire de billets. À la fin juin, le roi séjourna à quelques lieues de Nîmes, à Montfrin, et là se produisit une deuxième aventure qui, comme le verra le lecteur, jouera dans la vie de notre héros un rôle beaucoup plus grand que l'épisode de l'infortuné Saint-Marc. C'est à Montfrin, aux eaux, que le valet de chambre du roi, dont l'office pour cette année s'achevait ou était achevé, retrouva son ami Madeleine Béjart, dont il avait été un temps séparé. L'actrice voyageait et donnait des représentations avec une troupe ambulante. On ne sait pas exactement à quel moment le valet de chambre quitta la suite du roi, mais on peut du moins dire qu'il ne regagna pas Paris à l'échéance de son service, c'est-à-dire en juillet 1642, mais qu'il voyagea quelque temps dans le sud et, comme le rapportent les gens qui se sont intéressés à lui, dans une intimité suspecte avec Madame Béjart. Quoi qu'il en soit, à l'automne de l'année 1642, Poquelin revint dans la capitale et rapporta à son père qu'il avait rempli sa mission. Le père s'enquit des projets d'avenir de son héritier. Jean-Baptiste répondit qu'il avait l'intention de se perfectionner dans la jurisprudence. Là, pour autant que je sache, Jean-Baptiste s'établit hors de la maison paternelle et l'on commença à dire en ville que le fils aîné de Poquelin était avocat ou se préparait à l'être. La plus complète stupeur aurait saisi quiconque aurait eu l'idée de voir de plus près la manière dont Jean-Baptiste se préparait à son rôle d'avocat. Personne n'avait jamais entendu dire que les charlatans du Pont-Neuf fussent une pépinière d'avocats.
Laissant ses livres de droit dans son appartement, Jean-Baptiste se présenta à l'insu de son père dans une de ses troupes de charlatans et proposa ses services pour n'importe quel emploi, y compris celui du crieur qui racole les gens à l'entrée de la baraque. Voilà où en était la jurisprudence. Par la suite, les ennemis de Jean-Baptiste, et ils furent nombreux, dirent en riant fielleusement que mon héros faisait le pitre du côté des Halles et avalait des serpents pour divertir la tourbe. Avaler ou avaler pas, je ne peux rien dire de certain, mais je sais qu'à cette époque, il se plongea avec avidité dans l'étude de la tragédie et commença à jouer çà et là dans des spectacles d'amateurs. La lecture de Corneille qui enflammait la nuit le cerveau de mon héros, les sensations inoubliables retirées des exhibitions de rue, l'odeur lourde du masque qui une fois revêtu ne peut plus jamais être quitté, achevèrent d'empoisonner le juriste manqué. Et un beau matin, en éteignant ses chandelles au-dessus du cid qu'il lisait, il décida que le moment était venu pour lui d'étonner le monde. Effectivement, il étonna le monde, et la première victime de cet étonnement fut le malheureux martyr, Poquelin père.